Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette troisième vidéo du chapitre 2, type, interface et encapsulation. On va s'intéresser dans cette vidéo-là à un problème qui vient avec les problématiques d'encapsulation, qui est les problématiques de fuite de données. Et on va voir que encapsuler c'est compliqué. Alors dans l'épisode précédent, littéralement la vidéo d'avant, on s'est intéressé au concept de carte. On a utilisé des entiers pour les coder, on s'est trompé, parce que c'était pas terrible. On a identifié le problème, qui était l'obsession primitive, donc on utilisait trop d'entiers et trop de chaînes de caractères, puis on a réifié notre logique d'affaires en disant, ben, une carte, c'est une couleur et une valeur. Maintenant qu'on a fait ça, on sait représenter une carte, on va s'intéresser à représenter la pile de cartes de Shoten Totten, qui va nous servir justement à jouer. Donc comment on va faire pour représenter cette pile de cartes? Ben, la pile de cartes, elle va contenir toutes les cartes au démarrage. Il y a une relation d'ordre entre les cartes, c'est-à-dire que j'ai la première carte, puis la deuxième carte, puis la troisième carte, puis la quatrième carte. C'est ce qu'on va appeler une relation de préséance ou de précédence. Et puis ça dépend du mélange, donc de comment les cartes ont été, comment la pile de cartes du démarrage a été mélangée. Ça ressemble quand même beaucoup à une liste. Une liste, c'est quoi? C'est un ensemble ordonné. Et puis bah, c'est exactement ça, ma pile de cartes. J'ai la première carte, puis la deuxième carte, et ainsi de suite. Je pourrais le faire avec un tableau, puisque je connais la taille, je sais que la pile de cartes, elle fait exactement 54 cartes au démarrage, mais comme je vais passer mon temps à enlever des cartes de la pile, peut-être qu'un tableau, c'est pas une bonne idée, parce qu'un tableau, c'est une structure qui est fixe, alors qu'une liste, c'est une structure qui est dynamique. Fait que je vais pouvoir avoir mon main, qui est le code de démarrage, dans lequel je vais créer une liste de cartes, et puis cette liste de cartes, donc, dans laquelle je vais pouvoir piger, au début je vais commencer par lui ajouter le 1 vert, et puis ainsi de suite, jusqu'au 9 marron. Et je vais pouvoir ensuite, par exemple, afficher la couleur de la deuxième carte. Je vais pouvoir demander à un system out println de, écoute, pile de cartes, je vais t'envoyer le message get pour que tu me donnes la deuxième, puis je vais récupérer la valeur de color, et puis je vais lui envoyer le message toString pour qu'elle s'affiche. Bon, ce que je vous propose de faire en exercice, c'est de regarder ce code et de voir tout ce qui ne va pas dedans. Qu'est-ce que, d'un point de vue encapsulation et conception, par rapport à ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, vous pensez qu'il y a comme problème de conception dans ce code-là? Et bien on a fait exactement la même erreur qu'au coup d'avant. Notre représentation dans le code diffère complètement de celle de la logique d'affaires. On a fait une liste là où on voulait faire une pile de cartes. Et si je voulais passer à un tableau, par exemple, en termes de représentation de mémoire, il faudrait que je change partout les références à la notion de liste, ce qui est un problème. Puis l'autre chose, c'est que je peux avoir à disposition ma liste, je peux la corrompre en fait, parce que j'ai sa référence, donc je peux m'en servir comme n'importe quelle liste. Et je peux faire des choses dessus qui sont légitimes pour une liste, mais qui ne sont pas forcément légitimes pour une pile de cartes. Donc j'ai un problème. Typiquement, à la fin, accéder à la deuxième carte de la pile, c'est pas possible dans le jeu, parce que je pige les cartes une par une. Donc la deuxième carte, elle n'est pas disponible, je devrais même pas pouvoir la voir. Pourtant, là, ce code, en ayant utilisé un primitif du langage, donc la notion de liste qui était fournie directement par le langage, ça m'a cassé ma logique d'affaires et ça m'empêche de contrôler ça m'empêche de contrôler l'intégrité de mes données. Bon, comme avant, on va encapsuler, donc on va ne plus travailler sur une liste directement, mais on va mettre cette liste dans une classe qui s'appelle cardPile. Et puis je vais pouvoir utiliser ça pour continuer à faire des adds. Et là, en fait, vous pouvez à nouveau mettre la vidéo en pause pour essayer de trouver tout ce qui ne va pas dans ce code-là. Bien concrètement, j'ai exactement le même problème. Vous vous rappelez, j'ai dit, le truc qui est important avant tout, c'est de réfléchir aux objets et pas aux classes. Donc le fait d'avoir fait une classe qui s'appelle cardPile, ça résout aucun de mes problèmes. Là, j'ai juste, maintenant, je dois faire drawPile.cards.add pour accéder à mes choses, mais ça résout pas le problème. Et puis j'ai toujours cette notion de vraiment j'ai créé un fossé entre ce que j'avais dans ma logique d'affaires et ce que j'ai dans mon code. Maintenant, pour accéder à la couleur d'une carte, déjà je peux toujours accéder à la deuxième carte, ce qui ne devrait pas être possible. Et puis maintenant, il faut que je drawPile.card.get.color.toString. Et
Ben ça, on se rend compte que ça n'a aucun sens en fait. Ça devrait pas être ma responsabilité de l'extérieur d'aller fouiller dans les objets, parce que un objet, c'est censé être une boîte noire. Je suis pas censé savoir comment il fonctionne. Donc, je suis pas censé devoir aller fouiller autant dans ma structure. Je devrais demander à la pile de cartes, fais quelque chose pour moi, et puis la pile de cartes devrait le faire sans que j'en ai à connaître les détails. Donc, ma cause racine, c'est une fuite d'abstraction. J'ai exposé à l'extérieur de ma classe cardPile un choix interne. J'ai choisi de le faire avec une liste, mais tout est encore complètement adhérent à la notion de liste. C'est comme quand j'avais commencé à créer par exemple la classe couleur, mais que j'avais mis une chaîne de caractères dedans. Et ben ça, ça veut dire qu'en fait, ma couleur c'était une chaîne de caractères et c'était pas vraiment une couleur. Donc ce qu'on va chercher à faire ici, c'est à bien cacher ce choix interne. On ne veut pas que les consommateurs de la pile de cartes puissent, ou doivent en tout cas, aller fouiller dans nos données. Et c'est pour ça que nos objets, donc on a dit que c'était des données et des traitements. Un objet reçoit des messages pour réaliser des traitements que l'appelant ne veut pas faire. Ben c'est exactement ça. Quels sont les services offerts par la pile de cartes? Qu'est-ce que la pile de cartes peut rendre comme service aux gens qui l'appellent pour qu'ils n'aient pas à eux fouiller à l'intérieur? Donc, d'un point de vue logique d'affaires, ce qu'on doit être capable de faire avec une pile de cartes, c'est la créer au démarrage, donc avoir une pile de cartes qui contient toutes les cartes, et ensuite on veut être capable de piger les cartes, une par une, dans la pile. Et donc c'est ces éléments-là qui sont vraiment importants et qui doivent être réifiés dans l'interface de nos objets. Notre pile de cartes doit savoir répondre à ces deux messages-là et à rien d'autre. Donc voici une proposition de modélisation. Donc on a défini une pile de cartes qui a un constructeur qui prend aucun paramètre parce que par définition, quand je crée une pile de cartes, elle est pleine. Elle contient tous les jeux toutes les cartes du jeu. Puis on a une méthode draw, donc à chaque fois que je vais vouloir piger une carte, je vais en prendre une. Ça prend pas de paramètres non plus, parce on les pige toujours une par une dans la pile. Et j'ai caché à l'intérieur une méthode shuffle, que je laisse pas n'importe qui mélanger la pile n'importe comment. La pile, elle est mélangée une fois pour toutes. Et cette pile de cartes, elle est reliée à un ensemble de cartes ordonnées. C'est pour ça qu'il y a la petite annotation ordered sur le diagramme UML. Et une carte, c'est notre conception précédente, donc une carte, c'est une couleur et une valeur. Ça me donne un aperçu structurel, mais ce qu'on a vu, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre vraiment comment la pile de cartes allait fonctionner étant donné ma logique d'affaires. Donc si vous vous rappelez la diapositive précédente, les points importants, c'était la pile de cartes contient toutes les cartes au démarrage, et je peux piger les cartes une par une. Piger les cartes une par une, je le vois à peu près avec la méthode draw, parce que elle renvoie une carte et elle prend pas de paramètres. Donc clairement, ça a l'air d'être ce qui va me permettre de piger dans la pile. Mais comment la pile de cartes elle est construite? Pour faire ça, c'est du dynamique, donc je vais pouvoir utiliser un ensemble un diagramme de séquence pardon, qui va me permettre de représenter ça. Donc, je vais représenter ça avec donc, le diagramme de droite, dans lequel j'ai un main qui va instancier une pile de cartes. Donc, vous voyez, la pile de cartes, elle n'est pas au même niveau que le main, elle est créée en dessous par l'appel au constructeur. Et c'est ce qui va me permettre de documenter les choix de conception que j'ai faits quand j'ai voulu créer cette pile de cartes. Donc, quels sont mes choix de conception? Mes choix de conception, c'est de dire, je vais demander à l'énumérer couleur, donne-moi toutes tes valeurs. Ça fait que je vais récupérer toutes les valeurs. Je vais demander à l'énumérer, donc toutes les couleurs, pardon. Je vais demander à l'énumérer valeur, donne-moi toutes tes valeurs. Donc je vais récupérer tous les nombres que peuvent porter les cartes. Et ensuite, je vais fabriquer une boucle qui dit, pour toute couleur et tout nombre, fabrique une carte. Donc vous voyez, là aussi, j'ai cette notion de création qui est importante. C'est la pile de cartes qui a la responsabilité de créer les cartes du jeu. Et une fois que toutes ces cartes, elles vont avoir été créées, je vais appeler la méthode shuffle. Et une fois que j'aurai mélangé, je vais terminer. Donc, ce diagramme de séquence, il porte plein d'informations. Il porte l'information de dire, c'est la pile de cartes qui va créer les cartes. Et pour créer ces cartes, elle va itérer sur le produit cartésien des couleurs et des valeurs. Et une pile de cartes est toujours construite mélangée. C'est un choix de conception que je fais avec cette méthode shuffle qui est appelée à l'intérieur de drawPile. J'aurais pu faire un autre choix qui est de dire on construit une pile de cartes ordonnée, et puis après c'est à l'utilisateur, au consommateur de l'objet pile de cartes, de décider de la mélanger. Mais si on regarde la logique d'affaires de Schotten Totten, je travaille toujours avec une pile mélangée. Donc j'ai aucun intérêt à fournir deux actions. Je vais créer une pile et elle sera mélangée.
Bon, là, on est plutôt pas mal, parce qu'on a l'impression d'avoir un ensemble de concepts qui sont bien alignés avec notre logique d'affaires, et puis un diagramme de séquence qui caractérise nos choix de conception, donc qui est en responsabilité de créer quoi, et à quel moment est fait le mélange, qui est un point important. Vous remarquez aussi qu'en termes de granularité, j'ai pas défini plus avant ce qu'était la notion de carte. J'ai caché la notion de couleur et la notion de valeur parce que pour représenter mon propos là, c'était pas important de vous représenter le concept valeur et le concept couleur dans le diagramme de classe. J'ai toujours des problèmes. Les problèmes que j'ai dans cette conception, c'est qu'en fait, on a trop bien appliqué les concepts d'encapsulation et que on va pas pouvoir en faire grand chose. Alors oui, on peut instancier des cartes, oui, on peut piger des cartes une par une, et il n'y a rien qui dépasse. C'est-à-dire que j'ai bien cette interface publique, construire, piger, et tout le reste est privé, personne n'y a accès. Mais par exemple, c'est peut-être un peu limité. Vous vous rappelez, des fois on peut contrôler des bornes si on est capable de montrer qu'il n'existe pas d'autres cartes qui permettent de gagner à sa place. Donc peut-être qu'on voudrait plus tard être capable d'inspecter la pioche. Et puis cette pile de cartes, donc, si je veux l'inspecter, ben là je peux pas, parce que je n'ai pas accès à ces éléments internes. Question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est nécessaire? Il faut vraiment faire attention là. Pour l'instant, je ne sais pas répondre. Est-ce que j'ai besoin d'inspecter la pioche? Euh, Peut-être. En tout cas, à date, j'ai pas besoin de le faire. Si je rentre maintenant des mécanismes dans ma pile de cartes pour être capable de faire ce type d'inspection, eh bien, peut-être que je suis en train de faire de l'over-engineering. Donc peut-être que je suis en train de prévoir des situations qui vont jamais arriver. Et ces situations, elles vont complexifier mon code. Elles vont rendre la conception beaucoup moins visible, beaucoup moins immédiate, et elles vont rajouter des détails, et puis on va passer de l'effort à coder ça, on va passer de l'effort à le tester, alors qu'en fait, personne ne va jamais s'en servir. Donc ce qu'on va plutôt faire, c'est garder en tête qu'on a ce problème. Peut-être qu'on va vouloir inspecter la pile de cartes, mais peut-être qu'on ne veut pas, donc on le garde, on le met de côté, et puis on va aller avec ce modèle-là qui, pour l'instant, est suffisant pour les fonctionnalités, les services que doit rendre la pile de cartes. Bon, maintenant, si on voulait vraiment inspecter la carte, on pourrait se dire, bah, en fait, il abuse un peu le prof là, parce que bah, il suffit de créer un accesseur. J'ai à l'intérieur une pile de cartes, une liste de cartes, donc je peux donner une méthode qui s'appelle getCards, qui va renvoyer bah, les cartes directement. Donc je peux créer ma méthode getCards qui fait un return de this.cards. Ça c'est correct, d'un point de vue Java ça fonctionne, et puis ça me donne bien l'accès aux cartes restantes dans la pile. Donc je pourrais potentiellement passer à travers toutes les cartes pour vérifier s'il reste un 3 bleu qui me permettrait de gagner ou pas. J'obtiens donc, avec un diagramme d'objet, cette représentation objet-là. J'ai tout en haut le main, qui représente celui qui a créé la pile de cartes, puis j'ai une pile de cartes. Cette pile de cartes, elle contient une liste de cartes internes, privées. Et puis pour ces cartes-là, j'ai une carte qui est un 1 bleu, puis une carte qui est un 7 bleu, puis une carte qui est un 9 jaune, et ainsi de suite. Je n'ai pas représenté toutes les 54, mais vous voyez l'idée. Ce diagramme d'objet là, il est important d'un point de vue conception parce qu'il va aussi me donner des choix de conception. Le premier choix de conception qu'on voit, c'est que le fait d'avoir utilisé des énumérés fait que toutes les couleurs bleues, ça va toujours être le même objet. Donc je ne vais pas avoir 9 objets différents bleus, je vais toujours parler au même. Ça, c'est intéressant et c'est une des choses qu'on va pouvoir voir dans ce type de diagramme. On va voir juste après qu'on peut en voir d'autres, mais là, c'est un des premiers points qu'on voit, c'est qu'il y a des références d'objets partagés. Et les deux cartes là, celle de gauche et celle de droite, se partagent le même objet couleur. Quand j'ai fait ça, et quand j'ai créé cette pile de cartes, je me suis donné, donc on vient de voir, un accesseur qui me permet d'accéder à la liste de cartes. Mais en créant cet accesseur, en fait, j'ai fabriqué ce qui s'appelle une fuite de données. Pourquoi? Eh bien, regardez le code qui est à droite. Je crée une pile de cartes, j'obtiens son contenu, et j'ajoute dedans un set bleu. Eh bien, rien ne m'empêche de le faire, parce que ma logique d'affaires, qui était bien encapsulée dans CardPile, en fait, je viens de la fracasser en donnant à n'importe qui me le demande une référence directe sur la liste de cartes interne. Fait que maintenant, n'importe qui obtient cette référence depuis l'extérieur, c'est la flèche rouge là, ben, j'ai le droit, parce que c'est legit, hein, c'est une liste de cartes donc je peux faire ce que je veux dedans, à aller rajouter une nouvelle carte qui est un nouveau set
bleu, et qui est complètement redondant avec le set bleu qui était présent avant. Et c'est un problème ça, parce que j'ai fait toute ma job de bien encapsuler les données, de faire en sorte qu'il y ait une interface publique qui me permette de manipuler les données de manière intègre pour être sûr que je faisais pas n'importe quoi. Puis là d'un coup j'ai dit ouais non mais en fait prenez une référence à ma donnée interne et faites ce que vous voulez avec, c'est plus mon problème. Et on voit que là d'un point de vue encapsulation, on a complètement explosé tout le travail de conception qu'on avait fait avant. Donc quand vous donnez un accesseur, en fait vous donnez une porte ouverte sur vos éléments internes, ce qui est potentiellement un gros problème d'encapsulation. Et c'est ce qu'on va appeler de l'intimité inappropriée. En fait, si vous autorisez ça et que vous donnez la possibilité à quelqu'un externe d'aller fouiller dans vos parties privées, donc dans ce qu'est votre liste de cartes interne, eh bien, on est typiquement dans cette situation-là. Quand on a conçu, on s'était mis d'accord. On avait pris un choix de conception. La liste de cartes, c'est un choix interne. Personne d'autre que moi, quand je définis ce que c'est qu'une pile de cartes, ne doit savoir que je l'ai fait avec une liste. Je l'ai exposé, et du coup, je me suis ouvert un vrai gros problème de conception. Donc définir cet accesseur m'a provoqué une grosse fuite de données. J'aurais le même problème avec un modificateur. Si j'avais fait un set cards, n'importe qui depuis l'extérieur aurait pu modifier la totalité de ma pile. Donc là, on est vraiment rendu dans cette situation où ce qui est privé aurait dû rester privé et simplement en rajoutant un get, on vient de tout tuer. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est mais ouais, mais si c'est encapsulé à l'intérieur, c'est caché, et donc je peux pas réaliser ma logique d'affaires. Je voulais inspecter la pile de cartes, mais si la personne qui définit ce que c'est qu'une pile de cartes ne me donne pas accès à la pile de cartes, ben je vais jamais pouvoir y accéder. Donc il va bien falloir qu'on lève un peu ces contraintes d'encapsulation, parce que si on les lève pas, on va créer des objets qui existent très bien, mais qu'on va très peu pouvoir utiliser. Donc c'est un autre problème de conception. En fait, à trop encapsuler, on s'est créé des problèmes d'accessibilité et d'implémentation de la logique d'affaires. En fait, là, on est dans une situation où on a plusieurs choix. Comme souvent en génie logiciel, la réponse est ça dépend, et puis il va falloir analyser les différentes options qu'on a à disposition pour prendre une décision qui serait la moins déconnante pour la situation dans laquelle on est rendu. Bon, dans un premier temps, sans trop de soucis, je peux toujours renvoyer une donnée privée si elle est immuable. C'est-à-dire que si on ne peut pas la changer, eh ben ça, c'est pas très grave. Par exemple, les chaînes de caractères en Java, vous ne pouvez pas les modifier. Les types énumérés, pareil, vous ne pouvez pas les modifier. Donc là-dessus, la retourner, faire un get, c'est pas très compliqué. Okay, il suffit de la renvoyer et puis on y a accès. Si maintenant c'est pas immuable, on pourrait dire, plutôt que de renvoyer la vraie référence vers le vrai objet, je vais envoyer une copie. Parce que si je renvoie une copie, la personne qui m'a appelé, qui a récupéré la copie, elle peut bien faire tout ce qu'elle veut avec ça. Moi, ça ne changera pas mes données internes. Ou on peut le faire avec un truc qui est beaucoup plus orienté logique d'affaires, en disant, tu veux inspecter la pile de cartes, si je te donne une méthode get qui renvoie une carte, peut-être que c'est suffisant, parce que les cartes, tu n'as pas le droit de les modifier, elles sont immuables. Donc, je ne vais pas te renvoyer la liste complète, d'ailleurs la liste complète, tu vas même pas savoir que c'est une liste, je vais moi contrôler la manière dont tu accèdes à mes éléments. Donc, je vais définir moi une méthode get qui me permet de te donner accès à ce dont tu as besoin. On va maintenant passer à travers chacune de ces solutions pour voir leurs avantages et leurs inconvénients. Copier des objets, c'est un problème compliqué. C'est étonnamment compliqué en fait. On peut se dire c'est facile, mais on va voir que c'est plus compliqué que ça. Et j'aime bien cette citation de Einstein qui dit qu'à tout problème complexe, il existe une solution simple mais qui marche pas. Et on va voir donc il y a pas mal de questions à se poser quand on fait une copie. Notre copie, déjà, elle peut être superficielle. Je copie juste les références vers les objets. Ou elle peut être profonde. Je fais une copie entière de la totalité des objets qui sont impliqués dans le système. On peut aussi faire une copie qui est en lecture seule, c'est-à-dire, en fait, je ne vais pas fondamentalement tout copier, je vais juste fabriquer un nouvel objet qui contrôle la manière dont on accède. On va le voir tout à l'heure, ce choix est très complexe à faire, et par contre l'impact sur ce qu'on va pouvoir faire est vraiment fort. Il y a aussi plusieurs manières différentes de mettre à disposition la copie. Je peux le faire avec une méthode statique qui fabrique cette copie. Donc, pour copier une pile de cartes, il suffit de lui passer la pile de cartes en paramètres et elle va en fabriquer une nouvelle.
Je peux utiliser un constructeur par copie, ça a été très popularisé par C++ à une époque, donc je peux dire qu'une nouvelle pile de cartes CP', c'est une nouvelle pile de cartes qui prend en paramètre une pile de cartes. Ou je peux utiliser une méthode de clonage en disant bah, une nouvelle pile de cartes, c'est un clone de la pile de cartes existante. Quand on est sur le clonage et la copie, il faut bien se rendre compte que cloner a un coût, parce qu'il va falloir fabriquer des nouveaux objets. Donc si vous imaginez que vous êtes en train de faire une boucle sur laquelle vous bouclez sur tous les étudiants de tous les cours, et qu'à chaque fois que vous accédez à un cours pour récupérer ces étudiants, vous faites une copie de tous les étudiants, et ben ça va complètement impacter vos performances. Donc potentiellement, ça peut poser problème. Notre situation initiale, c'était celle-ci. Donc on avait à gauche c'est le programme tel qu'il est initialement, et puis à droite c'est ce qu'il peut se passer quand j'exécute le get cards. Donc dans ma version initiale de Goret, où je renvoyais directement une référence vers mon choix interne, ben, j'obtiens depuis main une référence à la pile de cartes, qui est contrôlée, donc ça c'est plutôt bien, et j'ai aussi ben, mon accès direct cochon là, qui me permet d'aller modifier directement la pile de cartes sans passer par cardpile. Donc c'est en termes de fuite de données vraiment grave. La première proposition, c'est de faire une copie superficielle. Donc, la copie superficielle, c'est de dire, main, en fait, il a une pile de cartes qui contient une liste de cartes, et quand tu me demandes quand tu me demandes accès à la liste de cartes, je vais te renvoyer une copie. Donc, je renvoie un nouvel objet. C'est là-dessus que les diagrammes d'objets sont très intéressants pour montrer ce type de choix de conception, parce que là, on voit vraiment quels sont les objets qui sont manipulés. Donc, ce CP', c'est ce pointeur-là, et puis bien évidemment, par contre, c'est une copie superficielle, donc j'ai toujours accès aux mêmes cartes. Fait que ça coûte pas très cher à mettre en place, parce que bah, ça me crée juste un nouveau pointeur. Par contre, si je peux modifier les cartes, j'ai juste décalé mon problème. Maintenant, je peux plus modifier la liste de cartes initiale, mais je peux toujours modifier ces éléments contenus. Donc, c'est à discuter. Une autre solution, c'est de faire une copie superficielle, mais en lecture seule. Alors c'est quoi? Ça va être de dire, on va créer un nouvel objet qui en fait va utiliser exactement la même liste de cartes. Mais on va le créer de manière immuable. Alors il existe des moyens de faire ça, Java fournit ça gratos. On peut utiliser une méthode qui s'appelle collections.immutablelist, où on lui passe une liste, et puis elle va fabriquer une nouvelle liste, mais qui est juste en lecture seule. C'est-à-dire que oui, c'est un pointeur sur des données internes qu'on n'aurait jamais dû exposer à l'extérieur, mais en même temps, l'utilisateur, il peut rien en faire. Parce que à chaque fois qu'il va essayer de faire une modification sur la liste, ça va renvoyer un unsupported operation exception, parce qu'on va interdire ces modifications-là. Cette méthode d'enrobage, parce qu'en fait on a fait un wrapper de la liste dans une liste en lecture seule, c'est très pratique parce que ça coûte absolument rien à faire. Okay, on n'a même pas à recopier toutes les références de la liste initiale comme dans l'exemple précédent, on a juste créé une indirection vers la vraie liste. Par contre, ça peut poser des problèmes à l'exécution. Parce que notre utilisateur, le consommateur de la liste de la pile de cartes, il ne sait pas forcément que c'est une liste qui est en lecture seule. Donc peut-être qu'il va essayer de l'utiliser, et puis à l'exécution, ça va lui envoyer une erreur au visage, et c'est pas très sympa de faire ça. Autre solution, troisième problématique de copie, faire une copie en profondeur. Une copie en profondeur, c'est quoi? Ça veut dire on va créer une nouvelle liste qui va contenir de nouvelles cartes. Donc en gros, on va tout dupliquer. Alors ça se fait assez bien, hein, je crée une nouvelle liste qui est vide, et puis pour chacune des cartes, je crée une nouvelle carte qui est sa copie exacte, et puis je l'ajoute dans la liste copiée, et c'est ça que je renvoie. Et c'est là où on va commencer à se poser des questions de c'est quoi la profondeur de la copie? Parce que vous imaginez bien que si je prends un cours de l'université qui contient des étudiants et que les étudiants contiennent bah, les cours qu'ils sont en train de suivre ou les cours qu'ils ont aussi suivis, mais ces cours contiennent aussi les étudiants qui les suivent, et si je fais une copie de ça à chaque fois que j'accède à un étudiant, bah, ça n'a pas de sens parce que je vais copier la totalité des données de l'UQAM à chaque fois que je veux juste afficher votre nombre de crédits ou votre progression dans le baccalauréat ou dans le certificat. Donc, on se rend compte que gérer notre problématique de copie, où est-ce que je m'arrête, c'est potentiellement problématique. Et puis ça peut prendre énormément de place en fait en mémoire. Donc le point qui est important là, c'est de voir, on a pris notre situation initiale, on a appliqué 4 conceptions différentes à la notion d'accès, parce qu'on avait une fuite de données. Et en fait, ben, j'ai
énormément d'impact en fonction du choix de conception que je fais. Autoriser n'importe qui à faire n'importe quelle modification, c'est la version rouge. Faire une copie superficielle, faire une copie profonde, faire une copie en lecture seule. C'est trois choix de conception, les trois choix de droite, qui ont des impacts plutôt forts. Et c'est là où le fait d'utiliser des diagrammes d'objets et puis des diagrammes de séquences pour représenter ce qui est en train de se passer va être bien plus lisible que le code. Parce que si vous regardez dans le code, ben, les modifications, elles sont pas triviales. Et puis votre code, là, c'est juste un getter. Donc pourquoi vous vous embêteriez à aller vraiment lire le code du getter? Et alors qu'on vient de se rendre compte que il y a un vrai choix de conception derrière. Vous avez vraiment fait quelque chose à cet endroit-là et c'est pas documenté, c'est pas visible immédiatement. Alors que dans les modèles, on le voit plus facilement. Tout ça pour dire que bah, la conception c'est compliqué et surtout c'est important parce que je pensais avoir fait tout ce qu'il fallait, j'avais bien caché mes données à l'intérieur de mes classes, c'était tout bien encapsulé, mais au final, juste avec un getter, j'ai explosé tout mon travail de conception. Donc, tout ce qu'on va faire dans le cadre de ce cours-là, c'est justement essayer de ne pas être rendu dans ces situations-là et d'essayer de faire en sorte que on puisse prendre bah, des décisions éclairées au moment où c'est possible. C'est ce qui va conclure cette vidéo sur la problématique de l'encapsulation et de la fuite de données. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout et puis à bientôt pour la suite.